Rachel, tu ne réponds pas aux standards de cette famille, m'a dit mon père quand il m'a expulsé de la maison. Quoi qu'il arrive, mes parents riches me considéraient toujours comme un échec et une honte. Cependant, bien des années plus tard, nous nous revoirions. Je m'appelle Rachel Palmer. J'ai 37 ans. Et la semaine dernière, j'ai assisté à un gala professionnel où j'étais honoré pour mon travail dans la recherche et l'éducation. C'était une soirée que j'attendais depuis des semaines, une célébration de tout ce que j'avais construit au fil des années. Mais comme le destin l'a voulu, au moment où je suis entré dans les toilettes pour prendre un moment, je me suis retrouvé face à face avec quelqu'un que je n'avais pas vu depuis près de 15 ans, ma mère. Elle était devant le lavabo, en train de se retoucher le rouge à lèvres, incarnant parfaitement le rôle de la riche mondaine qu'elle avait toujours été. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle ne me reconnaîtrait peut-être pas, mais ses yeux ont alors levé vers le miroir et se sont posés sur mon reflet. Sa main s'est figée en plein geste, et j'ai vu sa mâchoire se contracter. « Rachel » a-t-elle dit, d'une voix froide et détachée, comme si nous nous étions juste croisés au country club au lieu d'un simple lavabo après 15 ans de silence. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Je me suis ressaisi, serrant le bord de ma pochette. « Je pourrais dire la même chose » ai-je répondu, gardant un ton calme. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Elle s'est tournée vers moi, son port aussi rigide que toujours. « Ton père et moi avons été invités, bien sûr. Nous avons toujours été impliqués dans des organisations qui soutiennent l'éducation. Et toi ? Je suis honoré ce soir, ai-je dit en soutenant son regard. Pour mon travail et mes recherches. Son expression n'a presque pas changé, mais j'ai surpris un léger éclat de surprise dans ses yeux avant qu'elle ne le cache. Je vois, a-t-elle dit en se retournant vers le miroir. Eh bien, je suppose que chacun finit par trouver son chemin. Ces paroles m'ont ramené au jour où j'ai quitté cette maison pour la dernière fois. J'avais 19 ans, et les années qui avaient précédé ce moment n'avaient pas été faciles. Au lycée, j'avais souffert de dépression. Mais dans ma famille, ce n'était pas quelque chose que l'on admettait. « Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à être triste ?» m'avait dit ma mère une fois, sa voix pleine d'irritation quand j'essayais de lui parler. « Tu as tout, plus que la plupart des jeunes de ton âge. Tu cherches juste des excuses. » La vérité, c'est que je me noyais. La pression d'être parfaite, de porter le nom Palmer, était étouffante. J'essayais de suivre, mais mes notes ont commencé à baisser dès ma première année. Et en terminale, je tenais à peine le coup. Mes parents ne voyaient pas une jeune fille en difficulté. Ils voyaient un échec, une honte. Quand je n'ai été accepté que dans un collège communautaire, la colère de mon père fut sans égale. Cette famille a des standards, avait-il dit cette nuit-là, faisant les 100 pas dans le salon pendant que je tenais ma lettre d'acceptation. Et tu n'as fait que nous tirer vers le bas. Tu veux gâcher ta vie ? Très bien. Mais tu le feras toute seule. J'avais été expulsé de la maison. Je me souviens du poids de ce sac quand je suis parti ce soir-là. Il ne contenait pas que des vêtements. Il contenait la réalité d'être totalement seul. Mes parents ne sont même pas venus à la porte pour me dire au revoir. Ma mère est restée assise sur le canapé, regardant son téléphone comme si je n'existais pas. Mon père avait disparu dans son bureau après avoir donné son ultimatum. Je me sentais invisible, rejeté, comme si je n'avais jamais vraiment fait partie de leur monde. Pendant les premières semaines, j'ai dormi chez une amie, sur son canapé-lit, en essayant de comprendre mes prochaines étapes. Le collège communautaire n'était pas glamour, mais c'était la seule chose que je pouvais contrôler. Je travaillais à temps partiel dans un dîner pour payer mes frais de scolarité et mon loyer quand j'ai enfin réussi à rassembler assez d'argent pour emménager dans un petit studio. C'était difficile, de jongler entre les cours, le travail, et ce sentiment écrasant d'échec qui me collait à la peau comme une seconde nature. Mais quelque chose dans le fait d'être seul, loin de leur jugement constant, m'a donné une lueur d'espoir. Pour la première fois, je pouvais respirer, même si l'air semblait rare. Ma première année au collège communautaire a été une succession de sessions d'études tardives et de shifts sans fin au dîner. J'avais décidé d'étudier la chimie, en partie parce que j'aimais ça, et en partie parce que je voulais prouver à moi-même, et peut-être à eux aussi, que je pouvais réussir dans quelque chose de difficile. Ce n'était pas facile. Mes notes au lycée avaient été médiocres, et j'avais l'impression de commencer en retard par rapport à mes camarades. Mais pour la première fois depuis des années, je n'étais plus sous le poids écrasant de leurs attentes. Je pouvais simplement me concentrer sur l'apprentissage. Je me souviens encore de mon premier examen de chimie. J'avais passé des semaines à réviser, à revoir chaque formule, chaque réaction jusqu'à pouvoir les réciter dans mon sommeil. Quand le professeur a rendu les copies corrigées, j'avais peur de regarder. Mais il y avait un 92%. J'ai failli pleurer là, au milieu de la classe. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. Je l'avais mérité. C'était comme le premier petit pas vers la reconstruction après tout ce qui s'était effondré. Au fil des années, j'ai évolué de manière inattendue. L'université n'a pas été facile, mais j'avais appris à me battre pour ce que je voulais. Et plus je donnais, plus je voyais ma progression. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'associé, je n'étais plus seulement une étudiante. J'étais devenu quelqu'un qui avait appris à se battre pour sa place dans le monde. J'ai intégré une université de 4 ans.
Et même si je faisais encore face à des obstacles, j'avais appris à les surmonter. La fille timide et peu sûre d'elle qui peinait au lycée était devenue quelqu'un capable de se tenir devant une classe, d'expliquer des concepts complexes, et de tenir tête. La chimie, autrefois un défi, est devenue ma passion. Je ne voulais plus simplement réussir, je voulais exceller, prouver que je n'étais pas le raté qu'il pensait que j'étais. Je travaillais à temps partiel, toujours. Mais j'ai aussi commencé à faire des stages dans des laboratoires de recherche locaux, acquérant de l'expérience qui m'a finalement conduit à une opportunité que je n'aurais jamais imaginée, devenir chercheuse principale dans une association à but non lucratif dédiée à la promotion de l'éducation scientifique. Ce n'était pas juste un travail. C'était ma façon de redonner, de créer un espace où d'autres jeunes, ceux à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas assez bons, pourraient eux aussi trouver leur voie. Obtenir ma licence était censé être un moment de triomphe. Mais au moment de célébrer, j'ai réalisé quelque chose. Mes parents n'avaient même pas appelé. Pas pour me féliciter, pas pour me demander mes projets, rien. Mon père, propriétaire d'une immense entreprise d'engrais, avait plus d'argent qu'il ne savait qu'en faire. Lui et ma mère vivaient dans un manoir, organisaient des fêtes somptueuses, et fréquentaient politiciens et PDG. Mais malgré toute leur richesse, ils ne s'intéressaient jamais à moi, sauf pour me critiquer. Même après avoir obtenu mon diplôme avec mention, après avoir travaillé dur pour en arriver là, je n'existais pas dans leur monde. J'étais le rappel de leur échec, une tâche gênante sur leur vie parfaite. Ça faisait plus mal que je ne voulais l'admettre. J'avais espéré, peut-être naïvement, qu'ils reconnaîtraient au moins tout le travail que j'avais accompli, mais ce ne fut pas le cas. C'était comme si je n'avais jamais compté pour eux, et cette prise de conscience m'a frappé plus fort que je ne voulais l'avouer. Le seul membre de la famille à venir à ma cérémonie de remise de diplôme fut tante Lydia. C'était la sœur cadette de ma mère, la brebis galeuse de la famille. Lydia n'avait jamais accordé beaucoup d'importance aux normes rigides de mes parents. Et alors qu'il la méprisait pour son côté excentrique, elle avait toujours été gentille avec moi. C'était la seule personne qui m'appelait pour mon anniversaire, même quand mes parents faisaient comme si je n'existais pas. Quand je l'ai vue dans la foule, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Elle m'a fait signe avec excitation depuis le fond. Après la cérémonie, je l'ai retrouvée dans le parking, attendant avec un énorme bouquet de fleurs. « Tu l'as fait, ma fille » m'a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. « Je suis tellement fier de toi. » C'était un petit réconfort, mais c'était quelque chose. Ce n'était pas le silence glacial que j'avais eu de mes parents. Tante Lydia m'a rappelé que la famille ne signifie pas forcément la perfection. Que l'amour peut venir d'endroits inattendus. Elle ne se souciait pas que je n'ai pas suivi le chemin tout tracé qu'il voulait pour moi. Elle se souciait du fait que j'y sois arrivé seul, malgré tous les obstacles. Quelques mois après l'obtention de mon diplôme, je terminais un projet de recherche à l'université quand l'un de mes professeurs, le Dr Collins, m'a pris à part. C'était un chimiste à l'ancienne, le genre de personne passionnée par le tableau périodique comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art. Il avait remarqué ma persévérance, mon éthique de travail malgré tout ce que j'avais traversé. « Rachel » m'a-t-il dit, d'une voix basse et réfléchie, « je suis en contact avec des collègues à l'université d'Oxford. Ils offrent une opportunité de recherche en chimie environnementale, et je pense que tu serais parfaite pour ça. » Au début, j'ai cru que c'était une blague. Oxford ? Une des universités les plus prestigieuses du monde ? Moi ? Mais le docteur Collins a insisté. Il m'a dit que ce n'était pas juste un emploi, mais une chance de faire de vraies contributions dans le domaine, et que je méritais cette opportunité. Ne laisse pas la peur te retenir, Rachel, m'a-t-il dit. Tu t'es prouvé. Il était temps de franchir cette étape. J'ai postulé à contre-cœur, ne croyant pas vraiment que ça pouvait arriver. Le processus de sélection fut rigoureux, et je n'étais pas sûr d'être retenu. Mais quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email. Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez obtenu une bourse de recherche pour votre projet en chimie environnementale à l'université d'Oxford. J'ai déménagé en Angleterre sans le dire à personne, ni à mes parents, ni à mes anciens amis. La seule personne au courant était tante Lydia. Je l'ai appelée quelques jours avant mon départ, et c'est elle qui m'a encouragé à partir. Tu as trop travaillé pour te laisser freiner par quoi que ce soit, m'a-t-elle dit. Fais ça pour toi, Rachel. Elle comprenait pourquoi j'avais besoin de disparaître. Pourquoi je devais échapper à l'ombre de mon passé et tracer un avenir nouveau, sans que personne ne m'impose ses attentes. Je lui ai demandé de ne rien dire à personne sur ma destination. Je ne voulais pas qu'on tente de me retrouver. Je ne voulais pas que le poids de leur jugement me ramène en arrière. Alors je suis parti, montant dans un avion pour Oxford avec rien d'autre qu'un sac à dos et l'espoir ténu que c'était ma chance de devenir enfin la personne dont j'avais toujours rêvé. Je me suis installé dans un petit appartement à Oxford et me suis plongé corps et âme dans mon travail. Les premières semaines furent difficiles, la langue, la culture, l'isolement. Mais plus je m'immergeais dans mes recherches, plus je me sentais chez moi. Je travaillais sur des projets qui avaient du sens, des choses pouvant réellement avoir un impact sur le monde. La chimie que j'étudiais n'était plus seulement une question de réussir des examens ou de prouver quelque chose à mes parents. Il s'agissait de changer l'avenir. Au fil des années,
j'ai obtenu mon master, puis, porté par l'élan de mes recherches, j'ai postulé pour un doctorat. Le processus fut éprouvant, mais j'étais déterminé. J'avais trouvé ma place à Oxford, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Après plusieurs années de nuits blanches et d'expériences sans fin en laboratoire, j'ai décroché mon doctorat, devenant une chercheuse respectée dans le domaine de la chimie environnementale. Après avoir terminé mon doctorat, l'étape suivante semblait presque trop surréaliste pour être saisie. On m'a offert un poste de professeur à l'université de Cambridge. C'était un rêve que je n'avais jamais osé poursuivre, non pas parce que je ne pensais pas le mériter, mais parce que je n'avais jamais imaginé qu'on me donnerait cette chance. J'avais travaillé si dur pour arriver là, et pourtant, cette reconnaissance semblait appartenir à quelqu'un d'autre. À Cambridge, j'ai pu enseigner et encadrer la prochaine génération d'étudiants, une expérience que je n'avais pas prévue aussi gratifiante. La liberté de façonner les esprits, de transmettre le savoir et la passion que j'avais acquis dépassait tout ce que j'avais pu imaginer à l'époque où je galérais dans un collège communautaire. J'étais passé de la fille qui ne trouvait pas sa place à quelqu'un capable de se tenir devant une classe et d'être prise au sérieux. Mais il y avait encore une part de moi qui regardait toujours par-dessus son épaule, se demandant si quelqu'un chez moi savait où j'étais, si quelqu'un se souciait suffisamment pour chercher à le savoir. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents depuis mon départ. Pas d'appel, pas de lettre, aucune tentative de contact. Je me demandais s'ils pensaient même à moi. Alors que ma mère se retournait vers le miroir, ajustant son rouge à lèvres, j'ai senti un poids familier s'installer dans ma poitrine. Ces mots, « tout le monde trouve son chemin finalement », résonnaient dans ma tête, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle y croyait vraiment. J'ai pensé à toutes ces années passées à essayer de répondre à leurs attentes, à toutes les manières dont ils m'avaient dit que je n'étais pas assez bien. Le refus du collège communautaire, les années de silence, et la façon dont ils agissaient comme si je n'existais plus une fois sorti de leur maison. Ça semblait appartenir à une autre vie. Mais debout là, dans cette salle de bain, l'amertume piquait encore. J'avais travaillé si dur pour en arriver là, tout quitter, déménager en Angleterre, terminer mon master et mon doctorat, devenir professeur à Cambridge. Et pourtant, elle était là, debout devant moi, agissant comme si tout mon parcours n'était qu'une simple pensée après coup. J'étais passé d'être le raté qu'ils avaient rejeté à quelqu'un capable de parler lors de conférences internationales, de diriger des recherches, et de guider de jeunes esprits. Et pourquoi ? Pour rester là et recevoir d'elle rien de plus qu'une froide reconnaissance ? Alors qu'elle quittait la salle de bain, je les regardais s'éloigner, revenir auprès des gens avec qui elle se sentait à l'aise. J'ai pensé à la femme que j'étais devenue, celle qui avait effacé toute trace d'eux dans sa vie. Je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais construit ma vie selon mes propres termes, et même s'ils ne comprendraient jamais, cela suffisait. La cérémonie de gala a commencé peu après que ma mère se soit fondue dans la foule. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de chasser le poids de cette rencontre. Le tintement des verres, les conversations polies. Tout cela semblait désormais lointain. Il était temps de prendre ma place, d'endosser le rôle pour lequel j'avais tant lutté. La scène était prête. Les projecteurs braqués sur la mer d'invités élégamment vêtus, et le moment que j'attendais depuis des mois était enfin là. Je me suis dirigé vers l'avant où mon nom a été appelé, les mots résonnant dans la salle. Rachel Palmer, honorée pour ses contributions révolutionnaires à l'éducation et à la chimie durable. Les applaudissements étaient assourdissants, mais étrangement creux, comme si j'écoutais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Je suis monté sur scène en essayant de garder une apparence calme. Mais à l'intérieur, tout ce à quoi je pensais, c'était le fait que je me tenais devant un public qui ne savait rien du chemin que j'avais parcouru pour arriver là. Aucune idée de ce que cela m'avait coûté d'arriver jusque-là. Le projecteur m'éclairait, et je sentais mon cœur battre à toute vitesse dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une reconnaissance de mon travail en chimie. C'était ma façon de montrer au monde que j'étais bien plus que la personne que mes parents avaient essayé de me faire croire que j'étais. C'était le moment où je me tenais debout sur mes deux jambes, sans rien à prouver à personne d'autre qu'à moi-même. Alors que je restais là, encore en train d'absorber l'importance de l'instant, la voix de l'animateur retentit, attirant l'attention de tous. Mesdames et messieurs, nous avons une annonce excitante. En reconnaissance des travaux révolutionnaires en éducation et chimie durable honorés ce soir, un donateur généreux et anonyme s'est engagé à offrir une subvention de $2 millions aux récipiendaires de ce prix. La salle se tut, et je sentis tous les regards se tourner vers moi. Mon cœur s'emballa. Cette contribution extraordinaire a pour but de soutenir les efforts continus de recherche du récipiendaire et d'amplifier son impact dans le domaine de l'éducation. Je clignai des yeux, momentanément stupéfaite, $2 millions. Ce chiffre flottait dans l'air, surréaliste et accablant. Mais l'annonce ne me concernait pas directement. Elle était destinée au récipiendaire du prix, une personne dont le nom n'avait pas encore été révélé. Je digérais encore tout cela lorsque la voix de l'animateur reprit. Cette subvention, bien que donnée de façon anonyme, sera remise ce soir à la personne qui a fait preuve d'un dévouement exceptionnel dans l'avancement de la chimie et de l'éducation. Un instant, je ne sus quoi penser. L'ampleur de la somme, la manière dont elle allait changer la vie de quelqu'un, c'était incroyable.
Mais il y avait autre chose dans l'air, une sensation que je ne pouvais chasser. La réalisation que le donateur ne savait pas que ce serait moi. Il ne savait pas que j'étais celle honorée ce soir. Alors que l'annonce résonnait dans la salle, mes yeux parcouraient la foule, cherchant à apercevoir les personnes autour de moi. Puis, quelque chose attira mon attention. Un léger mouvement dans la foule. Vers le fond, près de la sortie, je le vis. Mon père. Il se leva brusquement, le visage tordu de dégoût. Nos regards se croisèrent un instant avant qu'il ne se détourne vivement et ne se dirige vers la porte. Ses mouvements étaient rapides et délibérés, comme s'il ne pouvait pas quitter cette pièce assez vite. Je n'en croyais pas mes yeux. L'homme qui m'avait rejeté toutes ces années auparavant, celui qui m'avait mis à la porte de sa maison, partait dès qu'il avait entendu la nouvelle de la subvention. Il ne resta même pas pour voir qui était honoré par ce prix. Ma poitrine se serra alors qu'un mélange d'émotions me submergeait, colère, incrédulité, et quelque chose de plus sombre, plus amer. C'était le moment que j'attendais. Un moment où tout ce pourquoi j'avais travaillé était enfin reconnu, et lui ne pouvait même pas rester dans la salle pour en être témoin. Il ne pouvait pas supporter le fait que la fille qu'il avait reniée se tenait désormais devant la salle, recevant tout ce qu'il avait toujours attendu d'une autre personne. Alors que mon père se dirigeait vers la sortie, je ne pouvais me défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas. Le poids étrange de son départ soudain s'abattit sur moi. Mais avant que je puisse y réfléchir, la voix de l'annonceur traversa de nouveau la pièce. « Mesdames et messieurs, reprit l'animateur, nous avons la chance incroyable de compter non seulement un donateur généreux pour le prix de ce soir, mais aussi un soutien de longue date de l'éducation et de la chimie durable. La subvention de 2 millions de dollars, qui sera attribuée aux récipiendaires de cet honneur, a été rendue possible grâce aux contributions de Mosaic Fertilisés, une entreprise dirigée par l'une des figures les plus influentes de l'industrie des engrais. Mosaic Fertilisés. La société de mon père. Je restais figé. Le donateur, celui dont la générosité avait rendu ce prix possible, était l'entreprise de mon père. Ma poitrine se serra lorsque la vérité me frappa. L'homme qui m'avait traité pendant des années comme une honte, celui qui avait quitté la pièce en apprenant mon succès, finançait cette reconnaissance. L'ironie était douloureuse. Le même homme qui avait rejeté mon chemin, qui m'avait renié pour avoir poursuivi une vie ne correspondant pas à son image parfaite, soutenait sans le savoir le prix qui serait le couronnement de ma carrière. C'était presque trop à encaisser, trop lourd à porter sur le moment. Je restais là, abasourdi, tandis que les mots de l'annonceur continuaient de résonner à mes oreilles. Les applaudissements autour de moi semblaient lointains, comme si je les entendais sous l'eau. Le poids de la subvention, de tout ce qui venait d'être révélé, pesait lourdement sur moi. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Et pendant un bref instant, je n'arrivais à rien comprendre. « Merci », réussis-je à dire dans le micro, la voix tremblante mais assez stable. Les mots semblaient creux, bien trop faibles pour ce que je ressentais, mais je n'avais pas le temps d'y réfléchir. Je devais sortir de cette salle. Je ne pouvais pas rester une seconde de plus, à me complaire dans une reconnaissance qui me semblait si vide. Je me retournai brusquement, quittai la scène et, sans jeter un autre regard au public, filai vers la porte arrière. Mes pas s'accélérèrent alors que je traversais le couloir, le cœur en ébullition. Une seule pensée me traversait l'esprit. Mon père. Je savais qu'il avait quitté la salle. Je l'avais vu partir. Son visage exprimait un mélange de dégoût et autre chose que je ne pouvais pas vraiment déchiffrer. Mais il ne pouvait pas simplement partir, pas comme ça, pas alors que tout était bouclé. Je ne pouvais pas laisser les choses se terminer ainsi, avec lui qui quittait ce moment unique qui prouvait tout ce qu'il avait essayé de nier à mon sujet. Je franchis la porte donnant sur l'extérieur, scrutant les environs, respirant à petits coups rapides. Là, il était, appuyé contre sa voiture, le dos tourné vers moi. Mes pieds bougeaient d'eux-mêmes. Et avant de pouvoir me retenir, je courais. « Papa » appelai-je, la voix presque brisée alors que je me précipitais vers lui. Il ne se retourna pas tout de suite, les épaules raides. Mais quand il finit par se retourner, je vis l'expression amère sur son visage. Il avait ce même regard que je connaissais depuis toutes ces années. Comme si tout était une insulte pour lui. « Qu'est-ce que tu veux maintenant, Rachel » demanda-t-il d'un ton sec, plus froid que je ne l'avais jamais entendu. « Tu crois que je vais te féliciter ?» Je m'arrêtai à quelques mètres de lui, le cœur battant à tout rompre. Je savais de quoi il s'agissait. Il n'avait aucune idée que c'était moi, la bénéficiaire de la subvention, jusqu'à ce qu'on prononce mon nom. Jusqu'à ce moment, il pensait juste financer une bonne cause, envoyer de l'argent à une fondation, croyant que ça irait à un universitaire ou un chercheur digne de fierté. Il ne savait pas que j'étais la personne sur cette scène. Il ricana, ses lèvres se courbant en un sourire amer. Je ne sais pas si je dois être dégoûté ou impressionné, mais te voilà en train de prendre mon argent. Je suis sûr que c'est exactement ce que tu voulais, non ? Je pouvais voir la rancune dans ses yeux. La subvention, 2 millions de dollars, venait de Mosaic Fertilisés, son entreprise. Mais une fois l'argent donné à la fondation, ils n'en avaient plus le contrôle. Ils avaient choisi le bénéficiaire, et c'était moi. L'ironie me frappa comme une vague. Je ne t'ai rien demandé,
dis-je en gardant la voix stable malgré le flot d'émotions. Je n'ai jamais demandé ton argent ni ton approbation. J'ai mérité ça toute seule, comme tout le reste. Ses yeux s'assombrirent et il secoua la tête. Ça ne change rien. Tu restes l'échec que j'ai viré de la maison il y a toutes ces années. Aucun prix ni aucune subvention ne changera ça. Un élan de colère me traversa, mais je le refoulai. Peu importe ce que tu penses maintenant. J'ai construit ma propre vie. Et si cet argent vient de toi, ça ne signifie rien pour moi. Je lui tournai le dos sans ajouter un mot, le cœur battant toujours la chamade. Je n'avais plus besoin de me disputer avec lui. Il ne comprendrait pas. Et, pour être honnête, je n'avais pas besoin de son approbation. J'avais passé tant d'années à essayer de lui prouver quelque chose. Et pourquoi? Pour être là, à ce moment, avec tout ce que j'avais accompli, alors qu'il restait là, amer et jaloux de mon succès? Ça ne valait pas mon temps. Le lendemain, je pris une décision. J'avais passé la nuit à réfléchir à ce que signifiait cette subvention de 2 millions de dollars. Au début, ça avait été une victoire, une forme de revanche. Mais au matin, ce sentiment s'était estompé. Ce n'était pas ma victoire, c'était juste un autre rappel de tout ce que j'avais fui. L'argent lié à son entreprise n'effacerait jamais les années de douleur et de rejet. Ça ne guérirait pas la partie de moi qu'il avait brisée en me mettant à la porte toutes ces années auparavant. Alors, je donnai la totalité de la somme, jusqu'au dernier centime. Je ne le voulais pas. Pas venant de lui, pas avec les chaînes qui y étaient attachées. À la place, je l'orientais pour financer des bourses d'études pour des étudiants défavorisés. Des étudiants ignorés, sous-estimés, écartés. Je voulais leur donner la chance de construire quelque chose pour eux-mêmes, sans être écrasés par des attentes qui ne leur appartenaient pas. L'argent qui avait été lié au rejet et à l'amertume faisait désormais partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui durerait plus longtemps que le poids du jugement de mon père. Je ressentis une satisfaction tranquille en appuyant sur le bouton de donation. Pour la première fois, je réalisais que je n'avais pas besoin de son argent, de son approbation ou de sa reconnaissance. J'avais bâti mon propre héritage, un héritage qui vivrait bien au-delà des murs de ce gala.